C'est l'heure de la causerie du soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Aujourd'hui, deux sujets sont au cœur de nos échanges. D'abord, cette affaire soulevée par France 24 et qui a fait réagir le ministère de la Santé ce jour. Il s'agit du décès d'un jeune garçon de 9 ans, Jean-Eudes Femi Laourou, paix à son âme. Ses parents le présentent comme une victime des réformes du chef de l'État. Le gouvernement clarifie et expose ce qu'il a pu faire. Nous allons analyser ce dossier dans cette émission. Et puis, en deuxième heure, nous parlerons de l'Afrique et de son unité. 25 mai 1963, 25 mai 2018. Cela fait aujourd'hui 55 ans que les traités constitutifs de l'Organisation de l'Unité africaine ont été signés à Addis Abeba. Aujourd'hui, c'est le Africa Day, la journée mondiale de l'Afrique. Nous oserons un bilan analytique du processus d'intégration économique et politique en cours depuis 55 ans sur le continent. Pour le débat, j'ai avec moi dans ce studio Ulvaeus Balogun, journaliste à BB24. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci à vous. Ensuite, Enoch Roussinou, journaliste à LC2. Bonsoir. Bonsoir, Odile. Walid Agro, bonsoir. Bonsoir, Odile Coucou. Vous êtes journaliste, auteur d'essais politiques. Vous avez oublié de nous en apporter un exemplaire. Très prochainement. Très prochainement. De toute façon, Yonomi va vous recevoir dans sa rubrique culture pour en parler de long en large un de ces soirs. Et donc, pour planter le décor du premier sujet de ce plateau, je vous propose d'écouter les propos de la directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé. Elle animait un point de presse ce matin pour apporter des clarifications dans ce dossier dont je vous parlais, dossier de décès de ce jeune garçon de 9 ans. Suivez. Avant toute chose, je présente au nom du ministère de la Santé et des hautes autorités mes condoléances les plus sincères à la famille éplorée. Je voudrais saisir la présente occasion pour apporter quelques clarifications sur certaines informations distillées au sein de l'opinion et qui sont visiblement de nature à saboter les efforts qu'entreprend le gouvernement du président Patrice Talon pour assurer aux Béninoises et Béninois l'assistance nécessaire à leur bien-être et à la préservation durable de leur santé. Le gouvernement du Bénin a mis tout en œuvre pour que l'enfant Femi Jean-Eudes Laourou recouvre durablement sa santé. Je n'en veux pour preuve que les actes après posés par le ministère de la Santé, le 3 septembre 2015, le Conseil de santé a autorisé son évacuation sanitaire à l'hôpital Light Company of Mary en Afrique du Sud et les fonds nécessaires à cette évacuation ont été libérés. L'enfant Femi Jean-Eudes Laourou a été évacué et soigné en Afrique du Sud. À plusieurs reprises, l'enfant a été en Afrique du Sud pour des contrôles. Outre la disposition des fonds pour le paiement des frais de soins et d'hospitalisation, l'enfant Femi Jean-Eudes Laourou a bénéficié de rendez-vous supplémentaires. À titre illustratif, on peut citer les rendez-vous du 22 avril 2017 et du 20 juin 2017. Les services compétents de la Direction nationale de la santé publique, en liaison avec Paris Hospital Foundation, travaillaient toujours à finaliser le dossier lorsque les réseaux sociaux ont commencé à relayer l'information sur le décès de l'enfant. Pour finir, je voudrais une fois encore présenter mes condoléances à la famille de l'enfant Femi Jean-Eudes Laourou et dire qu'à
n'aucun moment les services du ministère de la Santé ainsi que PHF n'ont failli à leur devoir. Voilà les condoléances à la famille, et les services du ministère de la Santé disent ne pas avoir failli à leur mission. Allez-y, Ulvaeus. Bon, comme vous l'avez dit tantôt, déjà, ici est de présenter les condoléances à la famille pour avoir perdu un être cher. Les services de santé, bon, par la déclaration que nous venons de suivre à l'instant, voilà, que nous venons de suivre à l'instant, il faut dire que c'est un peu le répondant, la réponse à ce qu'une chaîne internationale a fait diffuser, comme quoi c'était dû aux réformes, cette mort de cet enfant, ce que je ne pense pas forcément. D'ailleurs, quand j'ai suivi, comme beaucoup, l'information sur ce média international, j'étais quand même un peu scandalisé de la façon dont l'information a été traitée. Parce que dire que l'enfant est décédé du fait des réformes, je trouve que c'est un peu osé. C'est comme si l'enfant était sorti de nulle part et qu'on l'avait amené un cas critique. La directrice de cabinet disait tantôt que l'enfant a été déjà évacué une fois. Et donc, quand l'enfant a été déjà évacué une fois, on connaît le dossier médical de l'enfant. On sait que dans un cas comme ça, dans un cas de cancer du sang, on sait qu'il y a un traitement à suivre. Et ce traitement ne se fait pas en une journée. Ça suit un processus. Et donc, forcément, si l'enfant a été déjà évacué une fois, c'est que c'est prévu que l'enfant soit évacué une autre fois. Et donc, en aucun cas, pour ma part, je ne pense que ce soit les réformes. Et mieux, je pense qu'elle disait tantôt que le dossier de l'enfant était en traitement. On peut peut-être estimer, ou plutôt, on peut peut-être conclure, en déduire que c'est la lenteur qui a dû peut-être pousser un peu plus l'enfant vers la tombe, mais dit que c'est du fait des réformes, je ne pense pas. Je ne pense pas. Walid Agro, Femi est-il victime des réformes du chef de l'État, ou plutôt faut-il aller chercher les causes ailleurs? Oui, a priori, c'est extrêmement difficile pour une famille de voir un jeune enfant de 9 ans mourir aussi de cette manière-là. Mais on comprend également la réaction du peuple, des populations, notamment à travers les réseaux sociaux, ou les images, ou quelques séquences de l'élément diffusé par le média international qui a alerté l'opinion publique. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux, on a vu comment est-ce que les gens ont apprécié. Vous savez, un décès, c'est toujours pareil. Alors, pour ce qui est de savoir si ce sont les réformes du gouvernement qui ont engendré ou qui ont conduit au décès de Jean-Eudes, il est extrêmement difficile parce que cette sortie de la DC adjointe du ministère de la Santé publique nous notifie clairement que tout a été mis en œuvre par la Direction nationale de la santé publique pour que Jean-Eudes recouvre sa santé. C'est vrai, elle a dit qu'en avril et en juin 2017, il avait bénéficié de 2 évacuations pour logiquement suivre. Depuis 2015, oui, ça a commencé en 2015, mais en 2017, en avril et en juin, il avait eu droit à 2 évacuations sur l'Afrique du Sud. Mais qu'entre-temps, la séquence la plus intéressante dans la sortie de la DC adjointe, pour moi, c'est le changement de partenaire en matière d'évacuation sanitaire. C'est là où interviennent les réformes. On est parti de l'Afrique du Sud pour rejoindre la Paris Hospital Foundation en France. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle forme de la gestion administrative des dossiers. Et en décembre, les parents de Jean-Eudes ont introduit leur dossier et le dossier était dans le circuit, conformément à ce que la directrice adjointe du ministère de la Santé publique vient de nous laisser entendre. Alors, là, il se pose plus une question de gestion. Il se pose plus une question de gestion du dossier du malade qui doit normalement être évacué. Depuis décembre, en mai, ou pratiquement juin, disons, il y a eu au moins 5 mois qui se sont écoulés. Peut-être qu'on pourra s'établir sous cet angle pour dire qu'il y a une certaine lourdeur dans la gestion administrative du dossier. Mais dire tout de go que c'est la réforme qui a engendré, je pense que c'est beaucoup dire. De toute évidence, c'est extrêmement difficile d'accepter voir partir un enfant.
quand on suit l'élément, c'est un peu scandalisant. Mais il faudrait quand même voir et analyser les contours de ces réformes qui viennent d'être introduites, parce que quand on suit correctement la directrice adjointe du ministère de la Santé publique, on comprend aisément que ces réformes du gouvernement visent à assainir la gestion des évacuations sanitaires. Donc je pense que ce sera extrêmement difficile de savoir si ce sont les réformes qui ont conduit au décès de Jean-Eudes. Alors vous, Enoch, est-ce que ce sont les réformes? Vous aussi, je vous pose carrément la même question. Les réformes ou plutôt, comme l'a dit Walid, la lenteur administrative ou plutôt autre chose? Je suis tenté de dire que plus ou moins. Parce qu'un décès, c'est toujours difficile. À quel âge? À 9 ans. Il y a eu lenteur. Et ce dossier était déjà dans le circuit. Depuis 2015, le 3 septembre 2015, le conseil a autorisé son évacuation en Afrique du Sud. Ça a été fait. Ça a été fait. En décembre, il y a eu, disons, un nouveau dossier qui a été introduit. Mais ce dossier a été introduit, pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de partenaire. On devait l'emmener en France. C'est là où il y a eu le vrai problème. Et c'est la lenteur qui a causé la mort de ce petit enfant. Alors, quand on parle de lenteur, justement, Ulvaeus, la question, c'est de savoir, d'abord, quelle est la réelle procédure, et la procédure devrait prendre combien de temps, ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'urgence médicale pour que les malades puissent avoir véritablement assez vite accès aux soins? C'est toute la question qu'il faille se poser, parce que dans le cas de Jean-Eudes, on convient aisément que c'est un cas critique. Un cas qui aurait mérité quand même qu'on fasse diligence pour rapidement l'envoyer à l'extérieur. Mais l'autre paramètre qui pourrait expliquer, je dis qui pourrait expliquer cette lenteur, c'est que le nouveau partenaire que le gouvernement a fait venir, le Paris Hospital Foundation, que le gouvernement a fait venir, je pense que c'est dans la mise en œuvre de ces réformes. Vous savez, quand on veut actualiser les choses, forcément ça prend plus de temps. Et le nouveau partenaire, ne maîtrisant pas forcément tous les pourtours de ce dossier, a certainement dû mettre un peu de laxisme, ce qui a peut-être engendré cette situation. Mais il faut comprendre que ce sont les réformes qui sont comme ça. Le gouvernement a fait venir ce partenaire, non pas pour envoyer l'enfant en France, parce que j'ai cru comprendre à travers la déclaration de la DC que le médecin traitant de l'enfant avait souhaité que l'enfant soit évacué en France et donc que le traitement se poursuive en France. Alors le nouveau partenaire étant en train de mettre en place de nouvelles stratégies avec le gouvernement pour mieux réformer le secteur des évacuations, a voulu étudier le dossier pour voir peut-être à qui envoyer, vers quel hôpital envoyer l'enfant, comment le traitement va se faire. C'est peut-être ça qui a expliqué qu'il y a eu tout ce mois-là de décembre jusqu'à mai que l'enfant ne soit pas évacué. C'est un peu trop facile de jeter la pierre au gouvernement dans cette situation-là, de dire que c'est le gouvernement qui est à la base, parce que, bon, c'est également le cancer du sang. Je compatis, mais c'est-à-dire c'est un cancer qui mène dans tous les cas vers la mort. Alors, on parle du gouvernement. Je vais vous demander, avec tout ce que le gouvernement, la directrice adjointe de cabinet a cité comme déjà action du gouvernement, et un autre dossier qui est déjà en cours, j'ai envie de vous demander, le gouvernement aurait-il pu mieux faire? Ou aurait-il dû mieux faire? Peut-être. Le gouvernement a essayé. Le gouvernement a fait ce pourquoi il est là. Le gouvernement a essayé du fait que l'enfant n'a pas été délaissé. Ce qui a fait que le vrai problème, c'est le changement de partenaire. Je me dis, s'il n'y avait pas de changement de partenaire, c'est sûr que l'enfant devrait être en Afrique du Sud pour ses soins. Et son docteur a bien dit qu'il faut qu'on l'évacue, parce que c'est un cas critique. C'est un cas critique. Et sauf que là, le docteur, le médecin qui le traite, le médecin qui le suit, ne l'a plus envoyé en Afrique du Sud, mais plutôt à Paris. C'est là le vrai problème. Le nœud du problème, c'est là. La question il n'a pas été évacué. S'il était évacué à temps, c'est sûr
qu'on n'en serait pas là. La question aussi, Walid, c'est que d'abord, il y a changement de direction. Le médecin qui quitte l'Afrique du Sud pour la France, pour Paris, ce qui veut dire, ce qui me laisse vous poser la question de savoir, est-ce que là, l'Afrique du Sud n'a-t-elle pas montré ses limites? Et l'autre aussi, c'est que la cagnotte qui a été déjà libérée pour l'enfant, pour son évacuation sanitaire, a déjà été finie, a déjà été épuisée. Donc, il faut d'autres procédures justement pour renouveler la cagnotte. Oui, voilà, il y a plusieurs paramètres en réalité qui entrent en ligne de compte. C'est un dossier, ma foi, extrêmement complexe. Et lorsque l'on n'est pas véritablement dans les rouages de la gestion des questions d'évacuation sanitaire ou de la prise en charge sanitaire dans notre pays, il sera vraiment difficile de savoir au niveau de quel maillon de la chaîne il y a eu et véritablement se laisser aller. Oui. Mais de façon plus globale, la question de la santé ou de la prise en charge sanitaire, c'est une question d'équité sociale. C'est une question de liberté sociale également. Alors, l'Afrique du Sud, pour Paris, alors, la DC, dans sa déclaration, n'a pas fait cas de ce que il y a eu changement de partenaire à cause d'incompétences, par exemple, ou d'insuffisance de résultats de l'Afrique. Donc, ça veut dire que, personnellement, moi, je ne pourrais pas dire si c'est parce que le traitement n'a pas bien marché, on n'a pas donné les résultats escomptés au niveau de l'Afrique du Sud, que le partenaire parisien a été choisi. Alors, pour ce qui est de Paris, le dossier aurait été transmis, selon les déclarations. Alors, ça veut dire que le traitement est en cours. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Jean Eudes, entre avril et juin, était en Afrique du Sud. Mais comment se fait-il que, depuis juin 2017, jusqu'en mai 2018, pratiquement un an, il n'a pas eu la chance d'avoir une autre évacuation. Je pense que c'est à ce niveau que le problème se situe véritablement. Il sera extrêmement difficile de savoir. Mais de toute évidence, lorsqu'il y a une réforme, il y a toujours un temps de latence pour prendre véritablement les dossiers en charge de la meilleure manière qui a été... Il a servi de cobaye, c'est ça? Peut-être que, c'est vrai, on parle d'autres quoi, on croit parfois au destin. Devrait-il mourir? Devrait-il mourir? Et comme cela. Entrons-nous là en philosophie. Là, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a eu déjà, ou qu'il y en aura beaucoup d'autres gens, eux, qui vont malheureusement mourir dans le triste silence de leur sort. Il y en a eu beaucoup. Donc, vous voyez, il y en a tous les jours. De cas, les cas de leucémie ou de cancer du sang sont extrêmement graves. On parle également des dialysés, on a vu beaucoup de tapage par rapport à ça. Donc, véritablement, la question de la prise en charge sanitaire se pose. Et si effectivement, tel que le gouvernement l'a dit, les nouvelles réformes visent à gérer, à contrôler et à assainir la question d'évacuation sanitaire, je pense que c'est la meilleure option. Je vous écoute sur la même question. Non, les réformes sont importantes et obligatoires. Et sur ce point, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Femi, peut-être, a été victime des réformes. Peut-être. C'est sûr qu'il y a eu d'autres cas, qu'il y en a encore. Mais, si c'était peut-être le garçon de cette décès, peut-être qu'on aurait fait mieux. Ben écoutez, sauf que là, je ne sais pas. Là, oui, justement, et je vous lance la question comme ça. Qu'est-ce que le gouvernement aurait-il pu faire? Qu'est-ce que le gouvernement aurait fait pour que cet enfant ne soit pas, disons aujourd'hui, à la morgue? Oui, je pense que, comme on le disait tantôt, il a manqué un peu d'urgence dans la procédure. Oui. Il a manqué un peu d'urgence. Et c'est peut-être aussi, je dis peut-être bien, parce que est-ce que le dossier a été transmis à temps pour le traitement à temps? Parce que vous le disiez tantôt, l'évacuation sur l'Afrique du Sud, les fonds ont été libérés et consommés totalement. Et donc, pour une nouvelle évacuation, il faut une nouvelle procédure, sortir les sous et tout ça. Et donc, le dossier aurait peut-être fallu être envoyé plus tôt, pour qu'on le traite plus tôt,
pour qu'on n'en soit pas là aujourd'hui? Il y a tellement de questions auxquelles on ne pourrait pas répondre parce qu'on ne maîtrise pas le dossier. Dans le fond, on ne sait pas comment les parents s'y sont pris avec la Direction nationale de la santé publique, comment est-ce qu'ils ont négocié pour l'évacuation. Mais l'autre chose également, c'est que le chef de l'État, dans ses réformes, a quand même dit que ce ne sont que les évacuations les plus urgentes qui seront effectuées. Et donc, dans ce cas, on se poserait bien la question de savoir, est-ce que le cas de Jean-Eudes était une urgence qu'il aurait fallu qu'il soit évacué à temps ou non? Bon, on ne pourra pas répondre à cette question. Le semis, c'est comme une urgence. C'est vrai, quand on connaît un peu ce qu'on appelle cancer d'abord, on sait à quelle vitesse ça tue. Lorsqu'il s'agit du sang, à plus forte raison, à fortiori, c'est extrêmement difficile. L'urgence devrait être urgente. Dans le cas, pour ce qui est du cas spécifiquement de Jean-Eudes, on devrait mettre les bouchées doubles pour que, essentiellement, un garçon de 9 ans qui porterait, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, le destin de toute une nation, que deviendrait-il Jean-Eudes pour le Bénin et pour le monde entier, pour l'humanité tout entière? On ne le savait pas. Mais pourtant, il est mort. Oui, est-ce que ce n'est pas aussi son destin de mourir à cet âge? Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir... Alors, nous sommes d'une manière ou d'une autre tous ici en train, ou bien vous êtes en train de dire dans vos analyses que même si il n'y a pas, disons, même s'il n'est pas victime des réformes, il y a peut-être une certaine lenteur. Alors la question, c'est de savoir s'il y a lenteur ou s'il y a mauvaise gestion du dossier. Est-ce qu'il faut attendre du gouvernement des sanctions? Véritablement, si on situe clairement la responsabilité des différentes personnes ou différentes autorités qui sont impliquées dans la gestion des dossiers d'évacuation sanitaire, si le gouvernement se rend compte que c'est venu d'une mauvaise gestion ou d'une lâcheté, les sanctions ne devraient pas tarder à tomber. Ça aurait été sous d'autres cieux, peut-être que les acteurs se seraient déjà mis à démissionner volontairement. Et puisque nous n'en sommes pas encore là, je pense que Jean-Eudes a été victime d'un système qui est déploré par tout un peuple depuis des années, et caractérisé par une lenteur, une lourdeur administrative, une certaine légèreté par moment, parce que ce n'est pas le premier cas. Il y a des dialysés également qui ont subi le même triste sort. Il a été victime plus d'un système que d'une réforme, parce que ça ne date pas de 2015, de 2016. Non, c'est plus profond que ça. C'est carrément structurel. Structurel. Je pense que c'est le système. Et c'est pour qu'il y ait le système qu'il faille qu'on ait des hôpitaux quand même de référence. Parce que si on avait eu un hôpital qui pouvait traiter ce cas, il n'aurait pas fallu qu'il soit évacué. Il n'aurait pas fallu qu'il perde tout ce temps-là à attendre une quelconque évacuation. Il aurait été traité sur place. Et donc le problème se pose de la réforme du système sanitaire qui passe par plusieurs aspects aujourd'hui. Ce qui est important parce qu'il faut noter que des cas comme le cas de Jean-Eudes, il y en a presque tous les jours. Des gens meurent tous les jours faute de soins, faute d'inattention, faute de mauvais diagnostics. Autant de mots qui minent le secteur sanitaire aujourd'hui. Bien évidemment qu'il faut sanctionner si Jean-Eudes a été victime de la lenteur administrative. Il faut sanctionner. Le gouvernement doit sanctionner et aller très loin. Et il faut d'abord situer les responsabilités. Naturellement. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait de sanctions, parce que la DC disait quand même que le dossier était en traitement. Et donc, si le dossier était en traitement, c'est que les acteurs se penchaient sur la question. Quand c'est arrivé, bon, c'est le coup du sort. Est-ce qu'il faut dire qu'ils ne se sont pas pris très tôt ou bien qu'ils ne s'y sont pas pris comme il le fallait? Ça, c'est une question auquel on ne pourra pas répondre. Je pense que dit chaque fois que c'est le coup du sort, il s'est dénoncé ou révélé une certaine méchanceté du sort ou du destin, et à plus forte raison tout le temps. Il y a eu lenteur. Depuis décembre que le dossier a été constitué. Non, on ne saurait dire qu'il y a eu lenteur tout de go, parce que pour un cas d'urgence, le cas d'urgence aurait fallu qu'il soit évacué le lendemain pour un cas d'urgence de leucémie
6 mois, c'est trop. Non, mais trop. Ça, c'est ce que nous disons. Si c'est dans la gestion du dossier, je pense qu'il y a lenteur. De façon je pense que c'est trop posé de dire qu'il y a lenteur. On va attendre encore. Hein. On a eu la réaction du gouvernement aujourd'hui et j'ai l'impression quand même que nous attendons peut-être d'autres réactions pour voir si il y a des responsabilités qui doivent être situées ou si des sanctions devraient venir ou si il ne devrait pas avoir des sanctions que peut-être il y ait la réforme prenne en compte véritablement l'urgence de ces maladies-là. Parce que, comme vous le dites, 6 mois, c'est peut-être trop. Et là, vous le disiez, c'est quand même le début des réformes. Cette réforme a été lancée récemment. C'est peut-être les premiers pas. Ça tangue, peut-être ça prendra. Oui, nous avons le devoir d'espérer, nous avons l'audace d'espérer. Le chef de l'État, il a dit lors d'une rencontre avec les confessions religieuses que l'évacuation sanitaire coûtait 12 milliards de francs CFA à l'État chaque année et que les réformes visent essentiellement à assainir le secteur et à économiser pour pouvoir rendre un peu plus confortable le plateau technique. Et pour moi, c'est louable. C'est louable comme ambition. Alors, si on parvenait à cette réforme par leurs résultats de façon plus efficace, là, ce serait, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, ce serait un grand point gagné pour le Bénin. Parce que on ne peut pas être dans un pays où des cas de cancer, des cas de dialyse ne pourraient pas être gérés avec promptitude. Quand on sait que les médecins béninois font partie des plus réputés en matière de compétences. La formation n'est pas médiocre. Elle fait partie des meilleures formations. En France, la compétence des Béninois est vraiment connue de toutes. Il y a plus de médecins béninois en France il y en a suffisamment. Alors, s'il y a le moyen sur le plateau technique vraiment adéquat, ils vont rentrer pour servir de leur pays. Donc, je pense que c'est une très belle réforme. Et on va attendre les résultats pour pouvoir mieux les juger. Alors, une réforme du système sanitaire, installer un hôpital de référence au Bénin pour réduire le coût des évacuations sanitaires, c'est bénéfique pour le contribuable béninois ou plutôt devrait-on continuer tel qu'on le faisait? Non, on peut plus continuer comme on le faisait. Je pense que la réforme engagée par le chef de l'État est bien pensée et nous espérons, nous attendons. Lui, il a dit, après 5 ans, nous aurons le temps de constater. Mais sur ce point, je l'encourage à continuer et ce serait pour le bonheur du peuple béninois. La question, c'est que depuis longtemps, on a quand même parlé de cette histoire d'hôpital de référence. On se souvient de Kessile Tchala et de tout ce qu'il y a autour de cet hôpital. C'est vrai qu'avec ce gouvernement, on a déjà même un site qui a été déjà désigné et tout. Doit-on espérer ou peut-on espérer que d'ici là, cela devienne réalité? Nous devons espérer. Avoir l'audace d'espérer. Oui, naturellement. Le président a eu de l'audace. Et je pense que nous devons l'encourager sur ce point à aller de l'avant. Ulvaeus? Je suis tout à fait d'accord avec mes confrères, tout à fait d'accord. C'est une réforme salutaire, parce que 12 milliards chaque année, c'est beaucoup d'argent. Un petit fait qui m'est arrivé cet après-midi, j'étais garé au bord de la voie et un monsieur passait et il s'est approché de moi. Et c'est un personne âgé, il était sur moto et il me dit de l'excuser, que nous sommes tous des parents et tout, qui voudraient me demander un service. Je lui ai dit, je vous écoute, allez-y. Il me dit que son enfant est actuellement à l'hôpital et qu'il n'a pas de l'argent pour payer les médicaments. Alors je me suis mis à sa place un instant et je me suis posé la question de savoir, mais si on avait un système sanitaire adéquat, l'enfant aurait commencé à prendre les premiers soins. Et donc, j'ai dû mettre la main à la poche pour lui donner quelque chose. Alors, c'est dire que aujourd'hui, il est impérieux qu'on passe par cette réforme-là. Vous savez, le Niger, à côté, a eu les mêmes problèmes que le Bénin, où il y avait des évacuations tout le temps, mais le chef d'État nigérien a tapé du poing sur la table pour dire, mais non,
Et donc, ils ont construit un hôpital de référence. Aujourd'hui, je crois qu'il y a moins d'évacuations au Niger aujourd'hui. Il faille qu'on en arrive là au Bénin également. Et la réforme du chef de l'État est salutaire parce que ça va régler beaucoup de problèmes. Non seulement l'argent qui est injecté, parce que ces évacuations sanitaires, c'est 12 milliards, on ne sait pas forcément comment c'est géré. Quand on évacue quelqu'un, on ne sait pas forcément comment l'argent est géré. Est-ce que c'est l'argent qu'il faut qui est débloqué? Est-ce que l'argent est géré convenablement? On n'a pas ce retour-là. Et si cet argent-là peut aujourd'hui servir aux Béninois, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, mais on ne peut que taper dans les mains et dire que le gouvernement continue dans cette réforme. Sauf que ces cas de mendiants que vous citez, on en rencontre tellement souvent. Si, véritablement. Mais le monsieur que j'ai vu, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de ne pas donner de l'argent quand je rencontre des gens, mais le monsieur que j'ai vu, je ne sais pas, hein, vous savez, c'est aussi sur le coup comme ça, voilà, d'intuition. La façon dont il m'a parlé, je me suis dit, même s'il n'est pas dans ce cas-là, c'est sûr qu'il a un problème, quoi. Oui. Donc, alors, là aussi, c'est vrai, il peut y avoir un hôpital de référence, mais la personne peut ne pas avoir accès, parce que ce monsieur dont vous parlez, même s'il y a un hôpital de référence pour prendre en charge tout, il n'a pas accès justement aux soins parce que d'ailleurs ce que son enfant a, ce n'est pas parce que ça ne peut pas être pris en charge au Bénin, c'est parce qu'il n'en a pas les moyens. Alors la réforme du système sanitaire au Bénin appelle aussi la réforme au niveau de l'assurance sanitaire, de la couverture en matière de couverture d'assurance sanitaire. On a parlé de l'Arche, on attend toujours, on espère que ça arrive. Walid. Oui, nous allons devoir beaucoup espérer parce que en réalité, on ne pourra vivre que par l'espérance. Mais il faut aller un peu plus rapidement parce que le dégât aura été de trop. Si on met assez de temps... J'ai entendu la ministre du Travail et de la fonction publique, il n'y a pas longtemps, dire que c'est pour très bientôt. Oui, très bientôt. Avant la fin de l'année. Vivement qu'il en soit ainsi. Sinon vous savez, je le disais à l'instant, la question de la prise en charge sanitaire, c'est une question d'équité sociale. Le Béninois qui est très loin au niveau des confins, au nord ou à l'est ou à l'ouest aussi ici, qui n'a pas les moyens de s'acheter ne serait-ce que 20 comprimés de paracétamol, il n'a pas la même chance. Même si nous avons des hôpitaux de référence, il n'a pas les mêmes chances d'accès aux soins que quelqu'un qui est un député, comme Enoch l'a dit tout à l'heure, ou un décès, qui a les moyens d'évacuer. Et bien évidemment, ça aurait été le cas d'un enfant, peut-être, de quelqu'un qui a les moyens, il aurait subi son évacuation, de propre fonds, peut-être familial. Donc, je pense que la question d'assurance ou de couverture sociale s'impose aujourd'hui. Et c'est déjà bien, c'est déjà louable que le gouvernement soit en train de travailler, de tout mettre en œuvre pour que nous puissions l'avoir d'ici la fin de l'année. Mais après tout, les victimes de notre système sanitaire, ce ne sont pas ou plus que des enfants de pauvres. On a même vu un enfant de député qui a été victime qui est décédé au CNHU. Oui, mais ça, ce n'est pas la même chose parce qu'il aurait été délaissé. Oui, il aurait été délaissé. Ça fait une question d'incivisme. C'est une question d'incivisme professionnel. Ça fait partie justement des problèmes de notre système sanitaire. Ça en fait partie. Donc, ce ne sont pas seulement les enfants de pauvres qui en sont victimes, mais je crois que c'est carrément un problème de système qu'il faut peut-être revoir. Donc, en réalité, est-ce que ce n'est pas véritablement une réforme d'ensemble dont on a besoin, une réforme non pas seulement du plateau technique, mais également une réforme des hommes? Bien évidemment, une réforme des hommes, il faut penser à la conscience. Conscience des hommes, la conscience des médecins, conscience aussi de ceux qui traitent les dossiers d'évacuation sanitaire pour que ça aille vite. Parce que ce n'est pas le président de la République ou le ministre qui viendra justement traiter les dossiers pour qu'il aille vite. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a à peine un mois, j'ai une belle-sœur qui a accouché dans une clinique. L'enfant était un peu malade, il souffrait de la fièvre. Au lieu de l'envoyer au CNHU, le monsieur lui dit « Attends là, pendant 3 jours. » Mais une semaine après, le garçon il est décédé. Pourquoi? Parce que lui veut soigner ça dans son cabinet. Pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Mais une semaine après, l'enfant est décédé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au CNHU? On ne devrait pas le laisser.
C'est pas bien, il faut repenser la conscience professionnelle de ces médecins. Alors, on va changer de sujet. Aujourd'hui, c'est Africa Day, la journée mondiale de l'Afrique. Souvenez-vous, le 25 mai 1963, l'Afrique scellait son pacte d'unité. L'organisation de l'unité africaine fut mise en place. 55 ans après, nous nous proposons de jeter notre regard sur l'intégration africaine de l'OUA à l'UA en 2002 et depuis Durban en 2002 à aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle avancé sur le chemin de l'intégration? Question à aborder dans ce débat et je commence par vous, Walid Agro. Vous n'étiez pas né en 1963, mais vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, avez-vous l'impression que l'Afrique d'aujourd'hui est celle des rêves des pères fondateurs? Oui, c'est vrai, il faut pas maudire l'histoire. Encore que lorsqu'on ne la maîtrise pas pour autant, quand bien même vous estimez qu'on en connaît un bon bout. Alors, par rapport à l'Union africaine, on a parlé de l'organisation de l'unité africaine, on va se souvenir également forcément de l'Union des États africains, un peu plus tôt, en 57, 58, avec on en a connu beaucoup, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta du Mali et la Guinée également. De Sékou Touré. Tout est parti des entrailles de cette première initiative. Et donc, pour moi, véritablement, les pères fondateurs de l'Union africaine d'aujourd'hui, ce sont ces trois-là. Alors, leurs rêves, c'est vrai, ils étaient plus d'une idéologie un peu socialiste, quand bien même aujourd'hui, on se retrouve avec plus de démocratie. Les Julius Nyerere, Oui, c'est vrai que il y a eu des chemins qui a été fait en 55 ans. Dit tout de suite que le rêve des pères fondateurs est en train d'être concrétisé. C'est extrêmement difficile parce que il y avait plus un esprit ou une idéologie fédéraliste dans le temps. Mais aujourd'hui, après autant de chemins faits, je pense que c'est vrai, nous sommes plus dans une sorte de spectre de souverainisme teinté de fédéralisme en Afrique. Parce que les États, les gouvernements qui constituent aujourd'hui l'Union africaine, quand bien même ils ont la volonté de faire corps au niveau de cette institution un peu plus globale, ont une bonne parcelle, une bonne fourchette de leur souveraineté qu'ils ne veulent pas léguer. Et je pense que à la date d'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de constituer un obstacle dans la concrétisation véritable des rêves des pères fondateurs de l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine ou bien même de l'union des États africains. Et il y a assez de choses qui ont été faites. Qu'on le veuille ou non, il y a des progrès au plan humain, au plan sociétal et social. Il y a eu des avancées également pour ce qui est de la politique. On va parler des avancées. Donc, je pense que globalement, on peut dire que, sincèrement, il y a des choses qui ont été faites, il y a des efforts qui ont été fournis par les différents gouvernements qui constituent l'Union africaine d'aujourd'hui. Mais, dit tout de suite que le rêve ou les rêves des peuples fondateurs sont concrétisés, c'est extrêmement difficile et complexe de confirmer. Enoch, 55 ans, est-ce que c'était pas suffisant pour concrétiser les rêves de nos pères? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Nous avons eu un rêve, mais ce rêve n'a pas été concrétisé. Si on prend encore aujourd'hui, nous avons des difficultés. L'Afrique a trop de difficultés. Entre nous-mêmes, on ne s'entend pas. Des présidents qui sont au pouvoir et qui refusent de partir. Des crises post-électorales qui sont toujours là. Le cas du Togo est toujours là. Des présidents qui refusent de partir. C'est quand même compliqué, ce n'est pas bien. Et nous devons avancer. Nous devons léguer quelque chose à la jeune génération, ce qui n'est pas encore là. Alors, Ulvaeus, l'Afrique d'aujourd'hui, comparée à l'Afrique d'il y a 55 ans, alors,
il faut quand même le dire, hein, il y a 55 ans, l'organisation de l'unité africaine qui a été mise en place, c'était une organisation de compromis. Il y avait d'abord, il y avait deux camps. Le camp de Kwame Nkrumah, qui voulait justement les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire une fédération directe, et puis le camp de Félix Houphouët-Boigny, qui voulait juste une sorte de coopération d'État. Et à Addis Abeba, on a choisi, sous l'égide de Julius Nyerere et tous les autres, l'intégration. Donc, une sorte de compromis entre les deux camps pour avancer dans une certaine intégration par étapes pour arriver à la fin aux États-Unis d'Afrique. Sauf que jusque-là, on attend les États-Unis d'Afrique. Et on attendra encore beaucoup. Oui, vous en avez l'impression. Oui, c'est pas pour demain, les États-Unis d'Afrique. 55 ans après, on va dire que l'Afrique se construit encore. L'Afrique se construit encore parce que les défis, c'est au quotidien qu'on arrive à relever les défis. Et aujourd'hui, on constate, hein, mes prédécesseurs ont dit, que beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Vous évoquiez tout à l'heure l'intégration. Vous voyez, aujourd'hui, après 55 ans, l'intégration, c'est pas ça. Quand vous devez quitter le Bénin pour aller dans un pays de l'Afrique centrale, c'est compliqué. Vous faites des escales dans des pays, vous vous demandez, mais à quoi cela sert? C'est-à-dire que vous faites le tour de l'Afrique avant de revenir encore en Afrique. Alors, c'est ça le problème que pose l'intégration. Et aujourd'hui, quand un artiste disait, ouvrez les frontières, il faut ouvrir les frontières. Et ouvrir les frontières passe par l'intégration, qui reste le défi majeur de l'Afrique. Il dit ouvrir les frontières aux Occidentaux, alors que nous-mêmes, nous fermons les frontières. Nous fermons les frontières. Vous voyez, la difficulté qu'on a à nous intégrer, la méfiance plutôt qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que la plupart du temps, quand vous quittez un pays pour un autre pays, vous êtes vu en étranger. On a automatiquement de la méfiance vis-à-vis de vous. Avant de vous accorder un peu, ça prend du temps. Et c'est ça le problème de l'intégration que pose aujourd'hui l'Afrique. Et nos pays africains, ou plutôt nos dirigeants, parce que c'est eux qui impulsent la dynamique de l'intégration, nos dirigeants ne sont pas prêts à s'entendre. Ça se voit quand ils se réunissent lors des conclaves et tout. Ils n'arrivent pas à s'entendre d'une même voix, à porter une même voix. Et c'est cette difficulté-là rejaillit sur les peuples. Parce que les dirigeants impriment la dynamique et les peuples suivent cette dynamique-là. Cette dynamique-là, aujourd'hui, on sent que difficilement on arrivera à intégrer les peuples comme cela se doit. 55 ans après, l'Afrique aura beau, ou plutôt, on aura beau essayer de relever les défis qu'on a au quotidien, ce serait difficile qu'on aille aux États-Unis d'Afrique. Rêve pieux d'ailleurs de Muammar Kadhafi. Justement. Et avant lui, de Kwame Nkrumah. Juste pour rebondir sur ça, les États-Unis d'Afrique, moi je n'y crois pas. Hein. Parce que depuis la mort de Kadhafi, qu'est-ce qui a été fait? Idriss Déby du Tchad, je pense qu'il a essayé quelque chose, mais jusque-là, rien. Quel président africain a le courage de mettre sur pied cette histoire? Impossible. Parce qu'ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Et au-delà aussi, il y a la question de la souveraineté. Non. Au-delà, il y a la question de la souveraineté des États. Oui. Chaque pays revendique sa souveraineté et donc refuse de laisser un autre pays, on va dire, marcher sur sa souveraineté. Et tant qu'il en sera ainsi, c'est difficile qu'on aille aux États-Unis d'Afrique. Et vous abordiez cette question-là de souveraineté. Et en 1963, on a vu que, justement, la volonté de Kwame Nkrumah n'a pas été celle qui a été choisie par l'ensemble des chefs d'État qui étaient présents. Et donc, on a mis notamment dans l'acte constitutif de l'OUA cette question de souveraineté des États qui est restée comme un principe phare, un principe sacro-saint de l'Organisation de l'Unité africaine, et même cette question de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui rend carrément impossible une sorte de l'intégration qui a rendu impossible l'intégration pendant 30 ans. L'OUA, on a vu l'échec de l'OUA, l'Union africaine est venue, mais les mêmes principes ont été mis dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Finalement, je vais vous demander, est-ce que nous refusons l'intégration? Oui, vous-même, je pense que vous avez déjà donné la réponse à votre question. Parce que je pense que
la question du fédéralisme est une question plus profonde, très profonde d'ailleurs. Lorsqu'on se réfère aux États-Unis d'Amérique, j'en voudrais ce cas comme exemple, en 1776, 77 et autres, lorsque George Washington, ou les Thomas Jefferson ou les John Adams devraient se réunir pour construire les États-Unis, il y a eu autant de sacrifices, on sait. Il y a eu des guerres comme des guerres, parce que la Grande-Bretagne, derrière, ne voulait pas forcément. Alors, il se fait que la conférence de Berlin, qui a saucissonné l'Afrique... La balkanisation de l'Afrique. Ces relents sont toujours là. Alors, l'Afrique, pour moi, jusqu'à présent, n'a pas encore la conscience de s'appartenir à elle-même. Donc, il y a encore ces prolongements par continuité de l'impérialisme, entre griffes, qui a toujours son ombre, son spectre, qui joue sur les différents gouvernements ou les différents États, et donc les différentes frontières des États africains. Alors de ce point de vue, il sera extrêmement difficile de sacrifier la question de la souveraineté ou la question de la frontière des États pour pouvoir aller directement à un État fédéral, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis. Mais le problème, c'est également, pour moi, après mon réflexion, je me demande si les Africains, si nous avons suffisamment la conscience de l'histoire africaine. Est-ce que nous avons une certaine fierté, nous éprouvons une certaine fierté de faire partir d'un continent qui a une histoire riche, une histoire si enrichissante, qui nous impose maintenant de bâtir un avenir commun et ensemble. C'est ça le problème. Combien d'Africains aujourd'hui sont conscients et fiers qu'ils ont un passé commun et qu'ils doivent obligatoirement rester ensemble pour bâtir. C'est ça. Lorsqu'on parle du rêve des pères fondateurs de l'Union africaine, je me dis qu'on ne va pas au bout de la question. Parce qu'on dit que c'est vrai, le rêve a eu lieu. Mais quelles sont les différentes composantes de ce rêve-là? Aux États-Unis, on vous dira que le rêve américain existe et que le rêve américain vous dit que vous soyez noir, blanc, jaune ou autre. Américain, vous avez la même chance de réussir où que vous soyez sur le territoire américain. Qu'est-ce que le rêve américain? Qu'est-ce que le rêve africain? Qu'est-ce que le rêve africain réserve aux Africains, au peuple africain? On ne le sait pas. Si rêve il y a. Donc c'est pour ça que je dis, on ne va pas souvent au bout de la question. C'est vrai, on veut rester ensemble pour faire quoi? Dès les premières initiatives des pères fondateurs. Je pense que c'est ça également qui a été essentiellement très difficile comme réponse et à laquelle on n'a peut-être pas donné la satisfaction meilleure. Alors, de 63 à 2002, on a dû changer pour arriver à l'UA, l'Union africaine. Je vais vous demander, qu'est-ce qui, selon vous, a été à la base de l'échec de l'OUA? Oh, mais beaucoup de choses. Mon cher confrère a évoqué beaucoup d'aspects tout à l'heure. Beaucoup de choses ont été à la base de cet échec. Et même l'UA, aujourd'hui, évolue au gré des échecs. Parce que quand on fait le bilan, on se rend compte que l'idéal de départ n'est pas encore atteint. C'est-à-dire, c'est comme un rêve qu'on poursuit et on ne sait pas comment atteindre ce rêve-là. Vous imaginez qu'aujourd'hui, l'Afrique, après tout ce temps, on en soit encore à demander de l'aide. Alors que l'Afrique est présentée comme étant le continent de l'avenir. Un continent d'avenir. Le siège de l'Union africaine. Et voilà même ce que vous abordez, le siège de l'Union africaine qui nous a été construit par des Chinois. C'est extraordinaire que autant de pays africains n'aient pas été capables de se cotiser pour construire le siège et qu'il a fallu faire venir un partenaire construire le siège. Et la preuve d'ailleurs, il en est résulté ce qui est venu. Les Chinois ont pris tout le temps pour nous espionner correctement. Et c'est ça le problème. Les Africains, ou plutôt, je ne vais pas dire les Africains, je dirais nous ne sommes pas prêts à nous développer comme il le faut. Et cela se traduit au quotidien, du plus petit, parce que la plus grande difficulté, c'est ce qu'on nous apprend dès le bas. On ne nous apprend pas à être fiers de nous-mêmes, à être fiers de notre pays, à porter haut le flambeau. Aujourd'hui, il n'y a plus la morale. Il fut un certain temps, quand vous circulez dans la rue, vous entendez l'hymne national, vous vous arrêtez. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Les gars circulent,
Vous chantez l'hymne national, mais lui, il s'en fout, il continue son chemin. C'est ça, ce patriotisme-là n'existe plus. Il faut relever ce patriotisme au niveau des pays d'abord, et après, relever ça au niveau de l'Afrique. Montrer que l'Afrique est nôtre et qu'il n'y a que nous pour construire le développement de l'Afrique. Sans cela, on va se chercher encore 50 ans, encore 100 ans, on en serait toujours au même niveau. Et nous allons multiplier des sommets sur sommets, on n'aura rien. Alors, les sommets sur sommets, on n'aura rien, mais ces sommets, justement, ont quand même réussi à notamment régler quelques questions essentielles, notamment des questions de sécurité et autres sur le continent. On ne peut pas dire, ou bien est-ce qu'on peut dire aujourd'hui véritablement que l'OUA ou l'Union africaine n'aura servi à rien? Bon, de l'OUA à l'UA, bon, ça a servi à quelque chose, sûrement à quelque chose, mais pas à grande chose. Pas à grande chose. À quoi cela aura servi, Walid? Bon, lorsqu'on remonte un peu plus l'arrière dans l'histoire, on se rend compte que les objectifs premiers de l'institution panafricaine, c'est la promotion de la démocratie, la promotion des droits de l'homme, et la question du développement par les investissements. Lorsqu'on prend ces trois volets, je pense que les différentes institutions, les différents organes de l'Union africaine ont eu des résultats par endroits et par moments ont beaucoup péché. Lorsque je parle des institutions, je parle de la Commission de l'Union africaine, je parle également du Parlement panafricain, je parle aussi du Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Lorsque je prends par exemple la Commission, elle est championne dans l'organisation des sommets, qu'on le dit. Et pour la plupart du temps, il y a la question des gouvernements qui vient pour la plupart embrouiller les pistes. Lorsqu'on prend par exemple la Côte d'Ivoire ou la Libye, la gestion de la crise libyenne, la gestion de la crise ivoirienne, on a vu que la Commission de l'Union africaine n'a pas pu réussir. C'est vrai que Jean Ping, alors, président, il a dit que l'ingérence des pays occidentaux ou des puissances occidentales a fait que c'est ça qui a fait finalement que la Commission n'a pas réussi sa mission pour ce qui concerne les deux crises-là qui ont été gérées. Le Conseil de paix et de sécurité, on a vu comment les forces d'interposition ou les forces de maintien de paix de l'Union africaine ont géré des crises, notamment au Darfour. C'est vrai que le Darfour est très géant, c'est pratiquement la taille de la France, mais nos forces de l'ordre, pour la plupart du temps, n'ont pas réussi à amener la paix dans ces pays où elles ont eu à gérer des missions. Et, vous voyez, le Mali est là, on a parlé de la Guinée il n'y a pas longtemps. Il n'y a que, c'est vrai, la seule trouvaille, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'expertise militaire nécessaire. Mais comment se fait-il que, depuis 1963, on n'a pas pu avoir l'expertise militaire, on n'a pas pu avoir les moyens pour assurer la sécurité. Le cas du Sahel qui est là. Le cas du Sahel qui est là, qui n'est pas géré. On ne sait même pas comment cela va se faire. Le Parlement panafricain n'est pas panafricain entièrement, à proprement parler. Donc je pense que ça fait partie des grands échecs qui sont à l'actif de l'Union africaine depuis sa création. Et je pense que, puisque nous sommes habitués à espérer à l'espérance, donc on va espérer que les nouvelles réformes, notamment pour ce qui est du volet économique, puissent nous apporter quelque chose. Les grands échecs, j'ai bien envie de... Parce que vous parlez beaucoup d'échecs, j'ai bien envie quand même de connaître les grands succès aussi. Il y en a quand même eu. Oui, des succès, il y en a eu. Notamment, je crois que c'est ça qu'il voulait aborder tout à l'heure, l'intégration économique. On peut aujourd'hui saluer quand même le travail qui est fait pour favoriser un peu le commerce entre les pays. C'est pas ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est déjà un bon début. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'exporter, d'importer. Et donc, ça, c'est déjà l'actif de l'UA. L'UA a pu quand même mettre en place des mécanismes qu'il faut pour favoriser l'intégration économique. Aujourd'hui, on peut facilement commercer. On a la zone CEDEAO où on peut facilement commercer, bien qu'il y ait quelques couacs encore, mais il y a la facilité de transaction déjà. Ça, c'est à l'actif de l'UA. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Mais c'est-à-dire ce qu'on attend de l'UA après tout ce temps-là, ce qu'on attend, on ne l'a pas eu. Et quand on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Or, on aspire tous à la réussite.
ce qu'on attend, on ne l'a pas eu. Alors je vous demande, qu'est-ce que vous attendez de lui? Ah non, mais moi j'attends beaucoup. Vous voyez la crise de Boko Haram. Cette crise-là, elle perdure. Alors qu'on a les moyens de régler ce problème-là. On ne peut pas être tout ce nombre de pays-là et être incapable de gérer cette crise-là. C'est quand même une nébuleuse, hein, le terrorisme. Si, c'est une nébuleuse. Justement, l'UA, avec l'expertise, ou tout au moins, oui, l'expertise des pays notamment des États-Unis, on peut faire appel à ces gens-là pour gérer cette crise-là. Mais vous faites appel à l'Occident. Oui, parce que quand ça nous dépasse, il faut bien prendre l'expertise chez quelqu'un qui fait mieux. Notre chef de l'État l'a d'ailleurs dit plusieurs fois. Quand on n'arrive pas à régler le problème, il faut aller voir ceux qui maîtrisent le problème et leur demander de nous aider à régler ce problème. La crise de Boko Haram aujourd'hui, c'est impensable qu'elle perdure. C'est impensable que cette secte-là continue à tuer des gens impunément et que nous sommes là, nous disons que nous mettons une force armée en place, mais cette force armée ne sert à rien. On prend du temps pour constituer la force armée. Chaque pays décide du nombre qu'il doit envoyer. L'UA est incapable d'imposer à chaque pays de dire voilà le nombre que j'attends de vous. Vous envoyez tel nombre de soldats et voilà comment ça... C'est beaucoup de défis. On attend beaucoup. Et moi j'ai peur, hein. Franchement, je le dis. L'UA, je n'attends pas beaucoup. Je pense beaucoup plus que on est plus dans l'individualisme. Chaque pays défend beaucoup plus ses frontières. Chaque pays met en place le mécanisme pour sécuriser ses frontières, pour éviter une invasion. Ce qui n'aurait pas dû, parce qu'avec l'UA, avec les ambitions de l'UA, il aurait fallu qu'on fédère les efforts et qu'ensemble, on aille lutter contre le terrorisme. Alors, la fédération des efforts pour y arriver, et pour l'instant, on ne l'a pas, selon ce que dit Ulvaeus, mais il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, quelques efforts d'unité ou de fusion, d'association, des efforts qui ont été quand même notamment notés. On peut noter la force de G5 Sahel qui est en train d'être mise en place avec ses difficultés et autres. On a vu la force commune de l'ECOWAS, de la CEDEAO et tout. Donc il y a quand même quelques efforts qui ont été faits en cette matière, en ce qui concerne les questions de sécurité. Également, on a vu que l'Union africaine est intervenue notamment au niveau dans plusieurs pays militairement pour pouvoir amener la paix. Est-ce que, notamment sur la question de sécurité, l'Union africaine au moins n'a pas eu un début d'action? Oui, effectivement, l'Union africaine a eu un début. Je pense que l'Union est en train d'essayer. Nous devons l'encourager à continuer. Mais moi, je n'espère pas grande chose de l'Union africaine, que ce soit de l'OUA à l'Union africaine. C'est toute organisation qui est appelée à disparaître, finalement. Ça vous le dites, l'Union africaine qui est appelée à disparaître. Tout à l'heure, on parlera du futur, de l'avenir de l'Union africaine ou tout. Mais je vais vous demander, vous, carrément, on a l'impression que au-delà même de l'Union africaine, où c'est beaucoup plus les OIR, les organisations internationales régionales, qui font carrément la pluie et le beau temps, ou qui ont de meilleurs résultats, notamment la CEDEAO, qui visiblement présente de meilleurs résultats que l'Union africaine, qui carrément est dans la lassitude ou dans l'observation d'organisations internationales régionales. Le continent africain a le malheur d'avoir une grande diversité qui n'exploite pas efficacement. L'Union africaine a 6 langues officielles. 6 langues officielles. 6 langues officielles. L'anglais, l'arabe, le français, le portugais, l'espagnol et le swahili tout récemment. Et il n'y a que le swahili qui nous appartient. Et qui est en dernière position au niveau de la liste. En dernière position, 6e. Alors, c'est vrai, on a parlé de la création d'un marché unique. On tend déjà avec l'accord de mars dernier qui a été signé pour ce qui est de la zone de libre-échange. C'est une réussite, c'est une grande réussite. Mais un tel accord que le Nigeria n'a pas ratifié, c'est un gros échec. Un gros échec. Alors, il y a également la question monétaire. Quand est-ce que nous aurons notre monnaie africaine?
vous parlez de monnaie africaine, et là, il n'y a même pas d'horizon. Et aujourd'hui, il y a cette lutte des Kémy Séba et autres, ces organisations souverainistes qui demandent une monnaie africaine, laisser le franc CFA et tout. La CEDEAO annonce pour 2020 une monnaie sous-régionale au niveau de la CEDEAO. Vous parlez de monnaie africaine, mais là, au niveau sous-régional, on a peut-être une monnaie qui va naître. Alors, la question c'est, si déjà il y a une monnaie, c'est justement pour cette raison que je disais à l'instant que, qu'on le veuille ou non, nous sommes d'anciennes colonies et chacune des puissances occidentales a toujours son marché à défendre. C'est clair et net. On a 6 langues. Ça veut dire que derrière ces 6 langues, il y a l'espagnol, il y a les puissances qui sont là. Alors, de ce point de vue, chacune de ces puissances, dont les tentacules, ici au niveau du continent africain, rapporterait énormément. Je ne voudrais donc pas laisser les choses aller de cette manière-là. Sinon, comment se fait-il que nos actions trahissent nos ambitions? Nous sommes en train de parler du rêve au niveau africain. Je ne parle pas du rêve africain. Nous sommes en train de parler du rêve au niveau africain. Et dans le même temps, les différentes institutions sous-régionales se battent pour avoir leur propre monnaie. Je pense qu'il y a mais si au niveau continental rien ne se fait, il faut quand même qu'on avance au niveau sous-régional. C'est vrai que l'échéance, c'est 2023. Le rêve est prévu pour être concrétisé d'ici 2023. Alors que la CEDEAO a son rêve de monnaie unique à créer pour 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'au niveau de la CEDEAO, il y ait déjà une telle ambition, alors qu'on sait qu'au niveau supérieur, au niveau continental, il y a également la question aussi, c'est de savoir si véritablement le projet continental a, disons, une vie devant lui. Est-ce que ce projet a un avenir? Si le projet n'a pas un avenir et que la CEDEAO décide d'avancer, est-ce qu'on peut lui en vouloir? On ne peut pas lui en vouloir. Hein. Quand vous prenez l'Afrique, vous imaginez le nombre de monnaies qu'on a en Afrique, là. Même le Zimbabwe a sa multitude de monnaies. Et si on doit mettre tous ces pays ensemble pour une seule monnaie, vous imaginez le choc qu'il peut y avoir dans chacun de ces pays qui a sa monnaie. Ce sera difficile. Moi, je pense plutôt que l'engagement de la CEDEAO est beaucoup plus viable. Ça semble beaucoup plus viable parce que quand on prend la zone CEDEAO, il y a à peine 2 pays qui ont leur propre monnaie. Les autres se gèrent le CFA. Et donc, je pense qu'avec ça, on peut mieux fédérer et avoir une monnaie. Mais sur le plan africain, ce sera vraiment difficile. Le défi, déjà, au niveau CEDEAO, vous avez vu tout le temps que ça a pris. Vous avez vu toutes les discussions qu'il y a autour. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui relèvent la nécessité d'y aller, de ne pas y aller, les échecs possible qu'on pourrait avoir si on y allait, et donc transférer tout ça sur le plan continental, ce serait compliqué. Ce serait très compliqué, on le veut ou non, mais je pense que c'est plus profondément une question d'ambition. Pour le continent, c'est une question de volonté politique qu'il faut là. Quand est-ce qu'on veut? La même manière de perdre son temps, c'est de ne pas bien faire ce que l'on fait. On se fait qu'on se retrouve à chaque fois à Addis Abeba, on parle du rêve au niveau africain, et les mesures qu'on prend ne traduisent pas les ambitions qu'on a. Je pense que c'est une question de volonté politique. Qu'est-ce qui bloquerait les différents États ou tous les gouvernements de l'Union africaine aujourd'hui d'aller à une monnaie unique? Je ne pense pas. Si ce n'est pas une question d'intérêt personnel ou une question liée à la souveraineté monétaire de chaque espace. Genre, le Nigeria, la toute-puissance économique, va dire je ne vais pas léguer mes devises pour tel pays qui est entre griffes paresseux ou sur le plan politique. C'est essentiellement le volet qui fait que, pour ma part, on a à se laisser aller à l'afro-pessimisme. Si nous sommes réalistes, si nous avons le devoir de la conscience, si nous avons le devoir de sacrifice, des ambitions au niveau étatique. Cela, on a quand même un exemple, l'Union européenne avec la zone euro et tout. C'est vrai, aujourd'hui, ça ne marche pas aujourd'hui, mais qu'on le veuille ou non, l'Union européenne, c'est une grande réussite. Je me demande, s'il n'y avait pas eu l'Union européenne, ce que serait devenu autant de pays qui en sont membres. La Grèce, par exemple, serait bien partie. Même l'Italie. L'Italie également, même si le protocole a été désigné là-bas. Donc, je pense que c'est une question de volonté politique. Et qu'on le veuille ou non,
tel que Jean-Ping l'avait dit, il y a toujours les questions d'intérêt des puissances occidentales qui est en arrière-plan et qui constitue un monstre. Mais finalement, ce que je me demande, c'est que est-ce que véritablement on a un rêve? Est-ce que véritablement nous avons une ambition pour nous-mêmes, ou est-ce que nous ne nous allions pas finalement sur les rêves des autres? En 1963, on voulait faire les États-Unis d'Afrique comme les États-Unis d'Amérique. En 2002, on a fait l'Union africaine comme l'Union européenne. On s'allie sur les autres. Est-ce que finalement, on ne renie pas nous-mêmes nos ambitions? Est-ce que finalement, on prend suffisamment en compte ce qu'il nous faut? On se base sur les autres. Nous n'avons plus d'ambition. Non, nous n'avons plus d'ambition parce que l'Union africaine, c'est de pipeau. Et je pense que par rapport à la monnaie unique, il faut encourager peut-être la CEDEAO, qui a une vision proche par rapport à l'Union africaine, qui a une vision qui serait jusqu'en 2023. C'est un peu dommage. Et moi, je crains toujours, pour 2023, il y aura toujours des intérêts particuliers qui vont empêcher la réalisation de ce projet. Donc, il va falloir fédérer nos actions au niveau de la CEDEAO pour essayer d'avoir une monnaie unique, zone CEDEAO. Alors, Ulvarius, je vous remets la question sur le mimétisme carrément des Africains. Est-ce qu'on pourrait se départir de ce mimétisme? C'est possible qu'on y arrive. C'est l'effet de la colonisation? Oui, c'est ça. C'est l'effet de... En fait, on n'est pas encore totalement dépendant. Le colonisateur a toujours la même mise sur nos États. Parce que quand vous imaginez que l'élection dans un pays est décidée de l'extérieur, qu'on décide qui sera chef d'État d'un pays africain avant que les élections n'aient lieu, alors on se dit, mais comment ces pays-là peuvent eux-mêmes prétendre à être souverains? C'est difficile d'être souverain dans ces conditions quand on remarque qu'il suffit qu'un État européen, un État colonisateur, décide de foutre la mède dans un pays pour que tout ça va... Vraiment, quoi, ça va dans tous les sens. Alors, arriver à ce niveau-là, est-ce que nous-mêmes, c'est-à-dire même les réflexions que nous menons au niveau de nos pays, ces réflexions-là, nous ne les portons pas haut. Nous ne les portons pas au niveau africain. Parce qu'on se dit souvent, si je porte... Vous avez vu, voilà, l'exemple du Togolais, membre de l'OIF, qui récemment s'est vu éjecté. Il a fallu qu'il mène une réflexion sur la nécessité d'une monnaie pour qu'il se voit éjecté. Et c'est ça qui prouve exactement qu'on ne laisse pas toute latitude aux Africains de mener les combats qui sont les leurs. Et quand ils commencent à mener les combats qui sont les leurs, eh bien, Africains également commencent à mettre des bâtons dans les roues aux Africains. Ouais, c'est difficile. Dans ces conditions-là, on va continuer à suivre ce que les autres ont fait. On aura du mal à nous imprégner, ou plutôt à nous impulser nous-mêmes dans notre propre dynamique et à aller véritablement comme il le faut, ou plutôt comme on le souhaite, vers ce dont on aspire. L'Union africaine continuera-t-elle à exister si on doit toujours s'aligner sur les ambitions ou les expériences des autres? Forcément, oui. Parce qu'on le veut ou non, nous devons nous inspirer de ceux qui réussissent ou ceux qui ont réussi entre-temps. Alors, dire que l'Union africaine, c'est du pipeau, je ne pense pas. Je pense pas, contrairement à ce que Enoch vient de dire. Il y a eu des résultats qui ont été capitalisés. Lorsque je prends la question du respect des droits de l'homme, la question de la démocratie, l'Union africaine a fait énormément. C'était une intransigeance. Oui, on a vu l'Union africaine agir promptement et efficacement dans le règlement d'un certain nombre de cas de crise électorale notamment. On a vu le Togo qui a été suspendu en 2005, on a vu la Côte d'Ivoire tout récemment en 2011, la Guinée, le Madagascar, autant de pays qui ont été suspendus et qui ont reçu des pressions énormes pour pouvoir revenir à l'ordre établi. On a le Conseil de sécurité. C'est l'Union africaine qui a contraint le Togo de fort entre-temps à organiser les élections en mai. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, sincèrement, ce n'est pas du pipeau. Et la question de la souveraineté, je vous sais un peu trop pessimiste lorsque vous dites qu'à chaque fois que c'est la puissance ou les puissances occidentales qui font que ça ne marchera jamais. Je pense que c'est une question de responsabilité personnelle au niveau continental.
qu'est-ce que les États eux-mêmes veulent? Pour la question électorale, il dit que ce sont les Occidentaux qui désignent les chefs d'État. Est-ce qu'on n'a pas les candidats sont désignés? Est-ce que les candidats sont désignés par les Occidentaux? Mais les candidats sont cooptés. On a vu avec le cas du Bénin, tel que les élections ont eu lieu. Ah non, mais le cas du Bénin est différent. C'est pour dire, s'il y a une exception, excusez-moi, s'il y a une exception, cela veut dire que nous pouvons nous prendre en charge. Quand vous prenez le cas du Burkina Faso, mais quand vous analysez tout le parcours, vous avez vu comment l'ancien président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir. Il a fallu une intervention on me dira que la rue est sortie et tout ça. Mais pourquoi cette même rue-là ne peut pas sortir ailleurs où il n'y a pas le respect de l'ordre? Prenez l'exemple de la RDC aujourd'hui. La rue sort et pourtant elle est gazifiée. Et elle continue de sortir. Mais elle continuera de sortir. Justement, la RDC, si les Occidentaux avaient encore autant de pouvoir, pensez-vous que Kabila serait encore au pouvoir? Non, mais pensez, je vous dirais plutôt que Kabila est encore au pouvoir parce qu'il a du soutien. Il a forcément du soutien. Il n'est pas là. Pas forcément des Occidentaux. Non, forcément. Forcément, à creuser, vous verrez. Il a forcément du soutien parce que d'où lui viennent ces armes qu'il utilise contre sa population? D'où lui viennent ces moyens qu'il utilise pour mettre la même mise, pour avoir une même mise sur sa population? S'il aurait fallu, ou plutôt s'il a fallu que les Occidentaux le délaissent totalement, mais il va se retrouver dans une autarcie. Son pays ne pourra plus commercer, ne pourra plus échanger, et dans ce cas-là, il sentira la nécessité de laisser le pouvoir parce qu'il est rejeté par le peuple. Là aussi, la question, c'est de savoir s'il faut attendre des Occidentaux que eux, ils nous rendent indépendants, ou plutôt que nous arrachions notre indépendance. Parce que nous sommes à l'international. Chacun, justement, joue son rôle pour avoir de l'influence. C'est une question de puissance. Et en matière de puissance, on ne se fait pas de cadeaux. Si j'ai la puissance la capacité d'avoir de l'influence sur vous, je ne me priverai pas de ce plaisir-là. C'est vrai, vous étiez en train d'évoquer la question diplomatique. C'est vrai, à l'international, on n'est pas représenté, on est bien représenté. L'Union africaine a quand même le pouvoir et le bonheur d'être membre observateur au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. C'est déjà énorme. L'Union africaine a également ses représentations au niveau des États-Unis. C'est déjà énorme. L'Afrique aujourd'hui, excusez-moi, vous pouvez avoir un droit de veto. Excusez-moi, au-delà de tout ça, chaque pays a ses représentants au niveau des institutions, au niveau international. Donc je pense que c'est plus une question de conviction personnelle et d'ambition personnelle. Qu'est-ce que nous voulons? On ne va pas chaque fois rester là à dire que c'est les Occidentaux. Mais ton papa veut que toi, tu sois sorcier. Qu'est-ce que toi, tu veux réellement être? Mais c'est ça, il a beau te donner tout ce qu'il y a comme machin ou gris-gris pour que tu deviennes sorcier. Mais si tu ne veux pas les appliquer ou les mettre en œuvre, il n'en serait pas pour toi et devenir sorcier. Donc, je pense que c'est parce que nous-mêmes, nous avons déjà cette sorcellerie en nous, au niveau du continent africain, que nous ne travaillons pas suffisamment et que nous avons cette facilité d'accuser les autres. Le malheur, ce n'est pas que les autres. Le malheur, c'est d'abord nous-mêmes. Non, mais c'est d'abord nous. C'est une question de mentalité. Nous ne sommes pas prêts à nous affranchir. Et tant que nous ne sommes pas prêts à nous affranchir, nous continuerons à être dominés. Quand nous élisons des chefs d'État qui vont faire la coubette aux Occidentaux, c'est clair que nous continuerons dans cette dynamique-là. Quand nous avons des chefs d'État qui refusent d'exploiter le potentiel de leur pays et qui vont chercher des étrangers, les Occidentaux, pour venir extraire nos minéraux du sol, c'est clair que ce n'est pas gratuit. Et donc, forcément, nous demeurons assujettis à ces pays-là. Et l'autre problème, justement, de l'Union africaine, on a semblé l'évoquer quelque part déjà au cours de cette émission, c'est la question de la libre circulation des personnes et des biens. Partir de Cotonou pour, disons... non, Lomé, c'est encore... ça, c'est la CEDEAO. C'est très facile. Hein, on peut aller en week-end à Lomé. Mais quitter même le Nigeria et passer la frontière à Bakassi pour le Cameroun, il y a des difficultés. C'est même plus la même zone. Donc, il faut de passeport, il faut de visa et tout. Donc, en Afrique, on ne peut pas aller d'un pays à l'autre. Nous avons vu au Bénin le président de la République qui, dès son arrivée, a décidé d'ouvrir le visa, nos frontières à tous les Africains en prenant cette décision d'exclure de visa tous les Africains. Maintenant, comment vous voyez cette décision déjà?
Non, je pense que l'Union africaine devrait emprunter cette idée du notre président Patrice Talon. C'est une très bonne initiative qu'on devait mettre en pratique, déjà commencer au niveau de l'Union africaine. La libre-échange, la libre circulation des biens des personnes. Pour que, au moins, je veux aller au Nigeria, j'ai au moins la facilité. Je veux aller au Ghana, que j'ai la facilité. C'est très, très, très important. Et je pense que ce serait primordial que si vraiment nous voulons atteindre nos objectifs, que cette idée soit prise en compte par l'Union africaine. Oui, je vais aller dans le même sens. Pourquoi l'Union africaine n'imposerait-elle pas à chaque pays africain d'ouvrir les frontières comme le Bénin l'a fait? C'est possible. J'ai un ami, un Camerounais, qui vit à Dakar, au Sénégal, et chaque fois quand il doit rentrer chez lui, il fait escale au Bénin avant d'aller chez lui. Alors, il me dit, il fait escale ici, il fait escale au Nigeria. Quand j'analyse, je me dis, mais pourquoi il ne peut pas quitter le Sénégal et aller directement chez lui? Qu'est-ce qui fait qu'il doit passer par ici? C'est ça, cette difficulté de circulation des biens et des personnes que nous vivons au quotidien. Au quotidien, vous quittez un point, vous quittez la zone Afrique australe pour aller Afrique occidentale pour aller dans la zone centrale, c'est compliqué. Vous faites un casse-tête. Et avec les questions de monnaie encore, c'est plus compliqué. Vous vous retrouvez à échanger la monnaie à chaque descente d'aéroport. Oui. C'est extraordinaire. Et c'est du rôle de l'Union africaine de lever ces barrières-là. C'est du rôle de l'Union africaine de dire, pour une facile intégration au sein de l'Afrique, eh bien, nous demandons aux pays, par exemple, de faire des visas, ou plutôt, à défaut, de faire comme le Bénin, tout au moins, d'expérimenter la chose sur une certaine période pour voir les résultats que ça va donner. Et en fonction de ces résultats-là, maintenant, voir comment améliorer pour une facile intégration, une facile circulation. Et c'est encore plus terrible quand vous ne prenez pas la route. Vous imaginez quand vous ne prenez pas la route et que vous devez... Mais vous payez des faux frais comme ce n'est pas permis. Vous arrivez au Mali, il y a tellement de postes de police qui vous prennent 1000 francs que vous vous retrouvez à vous demander, mais ce que vous dépensez à payer ces postes de police-là, ça fait presque le même montant que vous devez dépenser si vous devez prendre l'avion, par exemple. Et malheur à vous si vous n'avez pas votre vaccination à jour. Ah oui, voilà, exactement. Ce sont des problèmes qu'il faille régler au plus tôt. Et ce sont ces problèmes-là qui font que l'intégration sera difficile. J'ai eu la chance de parcourir le Sénégal au Bénin par la route. Quand je suis arrivé au Bénin, j'étais fatigué et j'ai dit non, je ne ferai plus jamais ce trajet-là. Parce que vous descendez du bus, vous présentez votre carte d'identité, si vous avez le passeport, vous présentez. L'agent de police vous dit, lui s'en fout de votre carte d'identité, lui s'en fout que vous fassiez partie de la CEDEAO, parce que les questions d'intégration, ce n'est pas son problème. Il appelle votre nom, il demande que vous payiez 1000 francs. Vous cherchez à avoir un reçu, il vous dit, mais lui, il n'a pas de reçu à vous donner. Vous payez, vous restez là. Donc, vous êtes obligé de payer. C'est-à-dire, ces faux frais, cette fraude qui se fait au vu et au su de tous est connue des dirigeants. Alors, on se dit, l'argent qu'ils perçoivent, ça va où? C'est forcément parce que les dirigeants savent. Ils prennent leur part dans cet argent-là que le phénomène perdu et qu'il n'y a personne pour dire stop. Et par là passe bien sûr la libre circulation de l'insécurité, justement, parce que si je paye 1000 francs et que je traverse la frontière avec des armes, ben écoutez... C'est vrai, c'est une question très difficile que l'organisation n'arrive pas à gérer au niveau international. L'intégration, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Mon Dieu, je me demande... L'Afrique, c'est le continent le plus jeune. 41%, un peu plus de 40% du continent africain, c'est moins de 15 ans. La jeunesse, elle est immense. Et l'Afrique, c'est le plus gros marché en matière de commerce dans le monde. Mais malheureusement, les Africains n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Et ce qui fait que nous sommes 6e pour ce qui est du produit intérieur brut, derrière l'Allemagne. C'est inconcevable. Avec autant de ressources que nous avons. Autant de richesses que nous avons à vendre entre nous-mêmes d'abord. L'Afrique, comment se fait que l'Afrique, environ 1,2 milliard, 30 millions de kilomètres carrés, 30 millions de kilomètres carrés, ça veut dire que dedans, on a la Chine, on a la Suisse, on a les États-Unis, tout au moins. Donc, et on n'en profite pas. Moi, je me demande. On a tout le temps évoqué la question du dividende démographique, c'est ça, on utilise des grosses expressions, mais on n'en fait pratiquement rien. Moi aussi,
J'ai eu la malchance d'aller jusqu'à la frontière du Dakar par voie terrestre, mais au retour, j'ai été obligé de prendre mon vol pour venir tranquillement à Cotonou. Donc c'est inconcevable, même au Nigeria à côté. Avant d'aller au Nigeria à côté, c'est extrêmement difficile. Donc, ce qui fait que nous n'arrivons pas à profiter du marché commun que nous devrons normalement bâtir ici en Afrique. On préfère, un pays africain préfère plus faire ses commerces avec les Émirats Arabes Unis, j'en cite un exemple comme cela, ou la Chine, ou autre puissance occidentale, plutôt que de chercher à dire, attention, j'ai besoin d'une ressource qui est en Afrique du Sud, je suis ici au Bénin, pourquoi ne pas la prendre? Sud-Sud. Mais on préférerait aller peut-être dans la Scandinavie pour aller chercher ce dont on a besoin. Ou bien, alors pour finir, pour un dernier tour de table sur cette question que je vous fais à vous trois. Vous avez énormément parlé de l'Union africaine, beaucoup plus en termes de regrets ou d'échecs que de succès ou d'avancées. Je vous demanderai alors, est-ce que l'Union africaine a besoin de réformes? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut changer? Je commence par vous. Enoch. Oui, l'Union africaine a besoin de réformes. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Il faut changer la conscience. L'objectif à atteindre. Nous voulons atteindre quel objectif? Sur quelle durée? À court ou long terme? Il faut changer cela. Il faut penser à ça dans l'immédiat. C'est le plus important. Elvaïus? Oui, l'une des réformes que je trouve qui serait idéale, c'est de changer nos mentalités. Vous voyez comment les Américains réfléchissent? Il faut qu'on arrive à réfléchir comme ça. Surtout nous autres qui avons été colonisés par la grande métropole française. Et donc, nous avons la nécessité de changer la façon dont nous réfléchissons. Changer, nous fixer des objectifs clairs et nous donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Parce que, pour la plupart, quand on prend l'Union africaine aujourd'hui, on se rend compte que l'Union travaille beaucoup, l'Union prend beaucoup de résolutions, mais dans l'applicabilité de ces résolutions-là, il se pose des problèmes. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas appliquer? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas dire à un chef d'État, membre de l'Union africaine, lui dire, eh bien, vous avez violé, vous êtes resté un peu trop au pouvoir, par exemple, votre peuple, vous avez fini le mandat constitutionnel, il faut quitter. Ça ne sert à rien de continuer. Il y a de moins en moins de résistance à ces cas-là. Oui, mais il y en a encore quelques-uns. La zone CEDEAO, il n'y en a plus. Oui, la zone CEDEAO. Fort Yassingbe, il n'y en a plus. Ailleurs même. Encore que ça, c'est un cas typique. Ailleurs même, on a vu qu'il y en a très peu, à part peut-être le Cameroun. C'est en Afrique centrale, justement, qu'il y a un peu ces résistances. Et même si, je pense que même si on n'arrive pas à les faire partie, ils prennent quand même un coup d'âge. Un jour, d'une manière ou d'une autre, ils ne finiront pas par. Non, c'est clair. Quand on vient, on part. Walid, pour finir. Oui, justement, qu'on le veuille ou non, l'Union africaine a progressé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais pour ce qui est des réformes, essentiellement, je pense que, primo, nous avons à travailler pour bâtir essentiellement la conscience historique au niveau des Africains. Nous avons un rêve, mais quelles sont réellement les composantes, les différentes composantes de ce rêve-là? Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Le savoir et préparer les hommes pour y arriver. Il y a la question de la création de façon plus manifeste d'un grand marché unique au niveau du continent. Il y a la question monétaire, la question de la souveraineté monétaire au niveau africain. Une monnaie pour les Africains. Et la libre circulation dont on parle, surtout. On est africain. Qu'est-ce que l'Afrique nous donne? Lorsqu'on doit quitter le Bénin pour aller à Maputo, par exemple, qu'est-ce qu'on en bénéficie? Donc, je pense que c'est autant de choses qu'il faut. Et surtout, travailler essentiellement pour l'enracinement des valeurs démocratiques et la promotion des droits de l'homme. C'est important. Merci à vous, vous trois, d'être venus. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end. Je retourne l'antenne à Priscille Imelda Pogbemin pour la suite de cette émission qui s'en va finir.